Alors donc du coup, bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous revoir. Donc je commence tout de suite par un petit rappel technique. Donc on va vous demander, du coup, je vous remercie quand même de m'avoir signalé qu'on n'entendait pas, mais de couper vos micros puisque ça fait résonance. Après pour les caméras, a priori, il n'y a pas de souci, on est content de voir du monde à l'écran. Donc, comme à chaque fois, la rencontre va se découper avec un temps d'exposé de Claudine, un temps d'échange, une petite pause, bien sûr, de nouveau la fin de l'exposé de Claudine, et il y aura de nouveau un temps d'échange. Et donc, nous sommes ensemble jusqu'à 13 h. Bonjour, donc aujourd'hui on est sur donc on démarre la rencontre 5e rencontre, qui s'intitule Transmission et gestes cliniques, la psychanalyse encore. Et pour dialoguer avec Claudine, seront avec nous Catherine Yelnik, anciennement enseignante à l'Université de Nanterre et secrétaire de rédaction de la revue Clé aussi, et Bernard Pechberti, professeur émérite en sciences de l'éducation du labo EDA, Université de Paris. Nous allons démarrer, les uns et les autres se connectent au fur et à mesure, ce matin c'est un petit peu lent, mais on va commencer tout de même et on va laisser la place à Bernard et Catherine. Bonjour à toutes et à tous. On espère que la connexion sera meilleure que la dernière fois. On a fait pas mal de choses pour améliorer, vous nous direz. Alors, c'est la rencontre 5, comme Margès l'a redit. Pour commencer, je vais vous lire une citation de Jacques Lacan. C'est quelque chose de bien frappant, de tout à fait saisissant, que Sigmund Freud, un homme tout seul, soit parvenu à dégager un certain nombre d'effets qui n'avaient jamais été isolés auparavant et à les introduire dans un réseau coordonné, inventant ainsi à la fois une science et le domaine d'application de cette science. Mais par rapport à cette œuvre géniale qu'a été celle de Freud, traversant son siècle comme un trait de feu, le travail est très en retard. Je le dis avec toute ma conviction, et on ne reprendra de l'avance que lorsqu'il y aura suffisamment de gens formés pour faire ce que nécessite tout travail scientifique, tout travail technique, tout travail où le génie peut ouvrir un sillon, mais où il faut ensuite une armée d'ouvriers pour moissonner. C'est un entretien de Jacques Lacan avec un anonyme et qu'on peut trouver sur Internet dans les archives Lacan. Alors, une petite remarque préliminaire. Nous avons dû intervertir les 2 dernières rencontres pour que Laure Lafage et Patrick Geffard puissent se rendre à un colloque qui devait avoir lieu au Maroc fin mai, et finalement le colloque n'a pas eu lieu en raison du prolongement de la crise sanitaire, malheureusement. Je n'ai pas souhaité remodifier l'ordre des 2 dernières rencontres. Néanmoins, j'aimerais vous dire que dans ma conception d'ensemble du cycle des 6 rencontres, celle d'aujourd'hui autour de la psychanalyse, elle était plutôt prévue pour clore le cycle. Donc, dans la mesure où je pense qu'elle englobe en quelque sorte l'ensemble, c'est un petit peu perturbant pour ma préparation, mais bon. Donc aujourd'hui, c'est transmission et gestes cliniques, la psychanalyse encore. J'aimerais vous présenter les interlocuteurs de ce matin. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Donc aujourd'hui, Catherine Yelnik et Bernard Pechberti qui m'ont accompagné dans la préparation de cette réflexion par des questions qu'ils m'ont adressées déjà il y a un certain temps. Et puis je dois aussi dire que Laure et Margès
m'ont aussi accompagnée dans cette préparation par les élaborations qu'elles m'ont permis de mener avec elles comme pour chacune des rencontres. J'ai rencontré Catherine comme collègue chargée de cours dans le module qu'on appelait approche clinique de la relation pédagogique, dont j'étais référente au sein du département de sciences de l'éducation à Paris-Nanterre, et un module que j'ai coordonné pendant de très très nombreuses années, avec une équipe de chargés de cours, beaucoup de chargés de cours qui se sont succédés dans ce module. Par la suite, tu as souhaité faire une thèse sous ma direction, et aussi participer à l'aventure Cliopsy, en particulier en participant à la confection de la revue en tant que secrétaire de rédaction. Donc c'est à Catherine que vous avez affaire. Recording in progress. Bon, Quoi? content de savoir. Tu as exercé pendant longtemps pour ta carrière au SUFOM, service de formation des maîtres à Nanterre. C'est toi? Alors, oui, donc dans le cadre du SUFOM, que ce soit auprès des enseignants en exercice ou des étudiants qui se destinaient au métier de l'enseignement, j'ai essayé de soutenir une compréhension des processus psychiques qui sont à l'œuvre dans les situations d'enseignement, dans les relations pédagogiques et éducatives. Et puis aussi, dans le cadre du Master FIAP, j'ai également assuré pendant plusieurs années l'enseignement de l'entretien clinique de recherche. Oui, et ça a été très important. On te doit un article qui est très très souvent cité sur l'entretien clinique à visée de recherche, que tu as publié en 2005. 2005, oui. Je pense que toi aussi, Bernard, tu as été notre collègue chargé de cours dans ce même module d'enseignement pendant de nombreuses années. Et aussi, j'ai été garante de ton HDR en sciences de l'éducation, alors que tu étais psychologue et que tu avais fait auparavant une thèse en psychologie sous la direction de... Jacqueline Lanousière. Ah oui, Jacqueline Lanousière, oui. Je crois qu'on ne s'est plus quitté depuis lors, si je puis dire. Tu es professeur émérite, comme on l'a dit, à l'Université de Paris, au laboratoire EDA, avec tes collègues Sophie Lerner et Philippe Choscourt. L'image est figée. Alors j'essaie de reprendre avec ce système, sinon on en changera. Donc Bernard, tu es toi aussi de l'aventure Cliopsy depuis le tout début. Oui, depuis 2003. Absolument, La Claudine, oui. rencontre à Nanterre. Oui, et en effet, c'est une aventure créative, Cliopsy, qui se poursuit depuis plusieurs années. Et le réseau Cliopsy, moi j'y suis sensible, montre la diversité nécessaire de nos parcours et de nos affiliations pour penser ensemble, et singulièrement. Oui, et tu as aussi participé à ce que nous avons appelé le séminaire arabe, un groupe de travail qui a réfléchi sur la question du contre-transfert pendant 12 ans, et dont nous rendons compte des avancées dans le numéro 17 de la revue Cliopsy. On peut donc dire un compagnonnage au long cours pour tous les trois. Si ça ne vous fâche pas. Au contraire, j'espère que ça durera encore. Oui, c'est ça, voilà, on espère. Alors, ce que j'aimerais transmettre pour cette rencontre, je vous dirais qu'à mon adolescence, il y a eu les nourritures terrestres d'André Gide qui m'ont fait vibrer. Plus tard, il y a eu les nourritures affectives de Boris Cyrulnik qui m'ont fait découvrir cet auteur depuis son ouvrage Sous le signe du lien en 1989 jusqu'au dernier ouvrage, ou l'avant-dernier plutôt, La nuit j'écrirai des soleils en 2019. Et je pourrais écrire aujourd'hui mes nourritures psychanalytiques. Ce sont celles-ci que j'aimerais vous faire partager, à savoir comment certains écrits psychanalytiques et certains auteurs psychanalystes ont nourri mon évolution théorique tout au long de mon parcours depuis 1980. Vous entendez cette date depuis le début des rencontres. Comment mes références psychanalytiques ont évolué, sous quelles influences, et pour cela, essayer de considérer les références qui ont disparu,
celles qui sont apparues au cours de l'évolution de mes publications, celles qui ont persisté tout du long. En deuxième lieu, je voudrais transmettre l'idée que la psychanalyse, pour moi, et j'espère pour d'autres, est toujours bien vivante et qu'elle est pour nous d'une insistante actualité, comme nous l'avions énoncé lors du congrès Cliopsy en 2017, même si elle a déserté quelque peu le devant de la scène des médias aujourd'hui. On peut remarquer que j'ai déjà pas mal écrit sur ce thème de ma position par rapport à la psychanalyse à plusieurs reprises, en particulier dans mes 2 livres en nom propre, celui de 2001, Les enseignants entre plaisir et souffrance, et celui de 2013, Au risque d'enseigner. J'ai aussi donné ma position en 2017, que je rappellerai tout à l'heure au congrès Cliopsy, à Paris-Descartes. Oui, Claudine, tu évoques le choix de tes références et puis la vitalité actuelle de la psychanalyse. Alors c'est vrai que j'ai envie de te demander sur quoi t'appuies-tu pour pouvoir répondre à ces questions? Bonne question, Bernard. Sur quoi je m'appuie pour tenir les propos que je vais vous tenir aujourd'hui? La préparation de cette rencontre m'a fait réaliser ma manière de travailler avec les auteurs psychanalytiques, et c'est une manière qui est installée pratiquement depuis le début de mon parcours. Pour examiner le premier point du message que je veux vous transmettre aujourd'hui, j'ai à ma disposition la liste des références bibliographiques qui figurent à la fin de chacun de mes articles depuis l'année 80. J'ai concaténé dans un seul fichier, et ça a été un très gros travail, toutes les références psychanalytiques de tous mes articles, en gardant l'évolution des dates. C'est un fichier de 18 pages, hein, qui n'a pas été simple à manier. Pour confirmer les constats que je vais tirer de l'analyse de ce fichier, je dispose d'autres traces. Ce sont les cahiers que je remplis depuis les années 80. Il y en a ce jour 36, donc environ un cahier par année. Au tout début, il s'agissait de cahiers où je recopiais à la main, à cette époque-là, les citations qui m'intéressaient, extraites de tous les textes psychanalytiques qui me faisaient penser au fur et à mesure du temps. Ces cahiers de citations sont devenus insensiblement des cahiers de bord accompagnant mon travail et dans lequel ne figurent plus en détail les citations, car maintenant elles sont dactylographiées dans des fichiers numériques à partir de l'année 95 environ. Et là aussi, il y a plus d'une centaine de pages dans ce fichier numérique avec toutes les citations que j'ai utilisées. Dans le cahier de bord, je note les références d'auteurs remarquables à mes yeux, celles qui me touchent particulièrement, et puis je ne note plus systématiquement les citations que je relève pour les publications, sauf exception quand je reprends une expression, une phrase qui retiennent mon attention, mais je note surtout les élaborations quant à l'avancée de mon travail dans ces cahiers. Je suis avant tout dans ces pages à la recherche de ce que je n'ai pas encore réalisé, des projets qui ont été inscrits à un moment donné à mon agenda et qui restent à mener à bien. Je relis régulièrement ces cahiers en remontant en arrière dans le temps pour retrouver ce que j'aurais pu oublier, ce qui s'est perdu, et pour sans arrêt me remettre en mémoire ce que j'y ai noté. Il s'agit souvent de remarques importantes qui signalent une publication utile pour mon travail, dont je n'ai encore rien fait pour mon écriture, ou bien le signalement de textes qui me restent à écrire et qui ne sont pas aboutis. Sans doute, il s'agit là d'une manière de construire ou de reconstruire en permanence mon sentiment de continuité d'existence qui, malheureusement, ne m'a pas été donné au berceau par des faits qui se seraient penchés sur moi et que je dois reconquérir en permanence. Alors, si je vous donne un exemple de ce qui se passe dans ces cahiers, j'ai pris au hasard un cahier vert de l'été 99,
Quand je l'ouvre, là aussi au hasard, je lis « Découverte d'un texte de Dominique Agostini dans le numéro 16 de la revue Adolescence ». Dominique Agostini était un collègue de Nanterre, chargé de cours, oui. Je sais qu'il y a des auditeurs en face. J'essaie de regarder mes feuilles, vous, les auditeurs, mais c'est pas évident. Je suis pas encore tout à fait au point. Donc, c'était un collègue que je connaissais comme chargé de cours à Nanterre, puisqu'il assurait le module psychanalyse et éducation, mais aussi à travers la lecture de ces textes. Et ce texte qui est cité dans ce cahier s'appelle « Les violences intrafamiliales et leur internalisation, la prison interne ». Quand je relis mes notes à ce propos, je constate que ce texte m'a profondément touchée personnellement, puisqu'il y est question des conséquences désastreuses des violences intrafamiliales et en particulier des abus sexuels intrafamiliaux. Ce que je n'avais pas vraiment remarqué à l'époque. Je ne faisais pas vraiment le lien avec mon histoire personnelle. En même temps, je constate, vu les notes que j'avais consignées dans ce cahier, que ce qui m'avait frappé, ce sont des formules suggestives que Agostini énonçait. Par exemple, la dépossession du sentiment d'identité, le travail de liaison intégrative entre partie infantile et partie adulte, les contraintes par corps qui attaquent les liens parents-enfants, qui cannibalisent l'établissement d'un contenant psychique suffisamment biparental. C'était des formules frappantes, évocatrices. Et du coup, je constate que j'associais sur ces souvenirs personnels. Je constatais aussi que Agostini se référait à Mélanie Klein et ça m'aidait à intégrer davantage la pensée de Mélanie Klein. Ou encore, j'avais noté cette citation « Les défenses intellectuelles font croire au moi, à but de savoir, qu'elles pensent résoudre des conflits émotionnels en faisant abstraction. » Ou encore, une autre citation qui m'avait beaucoup plu, « Un intellect dictatorial, nanti, qui regarde de haut le quart-monde émotionnel. » Je trouve ça très très joli. Et je pensais à Bion, et je constatais qu'effectivement, Agostini se situait bien dans la ligne Klein-Bion, et qu'il avait intégré leur pensée. Du coup, je me mettais à relire la thèse d'Agostini. Puis, le livre qu'il avait publié avec Jean-Pierre Bigeaud, d'ailleurs dans notre collection Savoir et Formation à l'époque, et qui s'appelait « Violence et savoir », qui nous avait pas mal impressionnés à l'époque, hein, je crois. Je regardais de près ces références bibliographiques et je pensais à mon travail sur les pratiques enseignantes et je soulignais ce que je pouvais reprendre en les transposant de ces expressions pour la rencontre didactique et pour ma propre clinique dans les groupes d'analyse des pratiques. C'est ainsi que ma pensée théorico-clinique avançait. Après ce choc de ce premier écrit qui m'avait frappé d'Agostini, j'ai continué à suivre ses écrits de loin en loin, bien sûr. Dans ce cahier, je note aussitôt après que je viens de traverser une crise, mais que ce matin-là, j'y vois plus clair. J'associe alors à une interprétation de mon analyste de l'époque, Salomon Resnick, qui dit « il faut relier, il faut rassembler les morceaux, il faut remembrer ». Et je comprends que cette interprétation, finalement, elle peut être utile aussi bien pour me rassembler, pour rassembler les parties de moi, mais aussi pour rassembler les fragments du livre que je voudrais fabriquer. D'où des insights qui surgissent sur l'avancée de mon livre. J'écris « il faut arrêter de me justifier, il faut arrêter de faire allégeance en permanence ». Je cherche ce qui me bloque pour faire avancer le livre et je note « ah, j'aide un certain nombre de personnes, mais est-ce que j'accepte de me faire aider ?» Puis quelques lignes plus tard, je note que je vais construire ce livre comme des leçons successives. Et le mot est souligné. Et en fait, ça a été la bonne idée, puisque finalement, un an après, j'ai vraiment construit le livre de 2001 sous forme de leçons jusqu'au bout. Ensuite, je note livre de Jacqueline Gottfried et Don Alvarez. Il faut prendre modèle sur ces femmes. Alors, c'était
Son livre, Jacqueline Gottfried, en 93, Les deux courants du transfert, c'est une analyste belge qui m'a beaucoup impressionnée. Et puis, Anne Alvarez, que j'ai un peu désertée depuis, mais elle est psychothérapeute à la Tavistock Clinic, il n'y a pas beaucoup de choses traduites en français. Donc là, c'était Une présence bien vivante, le titre de ce qui a été traduit par les éditions du Biblo en 97. C'est toujours mon souci de trouver des modèles d'identification féminins. Et je note utiliser les modèles psychanalytiques tels que Antonino Ferro les présente. Tout de suite après, j'écris « Attention, on ne peut pas utiliser créativement ces théories si elles n'ont pas été intériorisées par des insights personnels. » Et là, je citais un article de Jean-Luc Donnet de 89 sur un dossier qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, Oedipe et position dépressive, dans la Revue française de psychanalyse. C'est un article que j'ai ressorti et que j'ai trouvé souligné à chaque phrase, qui m'avait beaucoup impressionné et que j'ai relu maintes fois. Je l'ai d'ailleurs relu pour cet exposé, et je vous cite Donnet, qui dit « Commencer l'expérience du divan, aussi singulière et recréatrice qu'elle soit, n'en est pas moins tributaire de la théorie antérieure, en particulier celle de l'analyste, et d'un coefficient de transmission involontaire. » Ça serait intéressant pour voir comment on attrape quand même les références de notre analyste, même si ce n'est pas du tout l'enjeu dans une cure. D'autre part, c'est ce qu'écrit Jean-Luc Donnet, l'acquis ordivant, lorsqu'il s'inscrit dans la fonction auto-analysante et les activations contre-transférentielles, prend souvent valeur d'insight théorique. Et du coup, j'indique dans mon cahier, en relisant ces derniers cahiers, j'ai découvert que j'avais écarté le travail de Jacques Artano un peu vite. Jacques Artano, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était un professeur de sciences de l'éducation de Paris 8, aujourd'hui disparu malheureusement, et j'écris « Il faut réintégrer ces idées et les prolonger plutôt que de polémiquer ». Bon, je pourrais continuer longtemps parce qu'il y a 36 cahiers remplis. C'était pour vous donner une idée de la manière dont se sont tissées les élaborations qui favorisaient l'avancée de ma réflexion à partir d'insights personnels, de lectures, de notations de citations qui provoquaient des insights théoriques. Un dernier petit point sur cet aménagement de travail, j'ai constaté que mes notes dans les cahiers de bord sont les plus créatives dans les périodes où j'étais éloignée de mon quotidien, c'est-à-dire les périodes où je m'isolais, soit à l'étranger ou dans une ville tout à fait extérieure, en dehors de mon bureau, comme j'ai pu le faire souvent à Dublin, où j'ai écrit mon livre de 2001, à Dinard ou à Ajaccio. C'est des moments de prise de recul où je relis les cahiers et où je fais le point, comme je vous l'ai dit, sur les oublis et les pertes. Alors là, si tu permets, un petit point personnel, cette évocation des cahiers ou des journaux de bord me rappelle que pendant le travail de thèse, moi aussi j'ai tenu un journal de thèse dans lequel je consignais mes avancées, mes doutes, mes questionnements, en particulier par rapport aux entretiens et avant leur réalisation, pendant, après, enfin, pour les élaborations. Et je me permets d'introduire ça parce qu'il me semble que cette écriture au fil du temps, subjective, a à voir avec la manière dont la psychanalyse se vit, se traduit dans nos pratiques de recherche, notamment sous l'angle du contre-transfert. Oui, tu as d'ailleurs écrit un texte sur le contre-transfert du chercheur dans un symposium auquel on a participé. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai différencié les deux journaux de bord que j'ai écrits au moment de la construction de mes deux livres que j'ai cités tout à l'heure, des cahiers de bord du quotidien. Dans les journaux de bord des livres, c'est vraiment au jour le jour la construction du livre qui est en question, l'avancée de la confection de l'ouvrage. Alors, en conclusion de ce paragraphe, Bernard, tu me demandais quelles sont mes sources. En fait, je croule, comme je vous l'ai déjà dit au cours de ces rencontres, sous les traces écrites de mon propre parcours.
les traces que je tente d'analyser aujourd'hui dans un après-coup au sens psychanalytique, en essayant de donner du sens à ces évolutions. Alors, ma manière de travailler avec les théories de ces auteurs psychanalystes, en 90 déjà, je suivais François Duparc. Hein, vous vous souvenez que je vous enverrai toutes les références bibliographiques, donc c'est pas la peine de s'énerver sur les notes. François Duparc qui écrivait « Une seule théorie, c'est comme la relation fusionnelle avec un seul parent. Temporairement acceptable comme la régression, mais à long terme étouffante, psychotisante, interminable. Une théorie freudienne sans l'apport clanien me paraît amputée de cette part d'ombre féconde avec laquelle Freud voulait travailler sans cesse. Je remarque aussi que j'ai été très préoccupée à certains moments d'appréhender l'état des lieux de la psychanalyse au moment où j'écrivais. D'ailleurs, c'est ce que nous avons reproduit dans la note de synthèse en 2005 pour la Revue française de pédagogie, où ça a été un très difficile travail de reconstituer l'état des lieux des avancées psychanalytiques au moment où on écrivait. En 2001, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le chapitre 7, dans son introduction, un passage qui m'a été très difficile à écrire et dans lequel j'énonçais que dans l'immédiat après Freud, on pouvait constater que peu d'analystes se préoccupaient des mécanismes de la pensée, alors qu'au cours de la dernière décennie, les numéros d'ouvrages et de revues s'étaient multipliés sous ce thème. Et c'est André Green qui m'avait aidé à ce propos. Il écrivait que on a dû attendre Bion et Lacan pour ce faire, chacun y arrivant par des voies différentes pour que les choses soient en fait appelées par leur nom. Et du coup, c'est André Green qui le dit, il y a comme une efflorescence proliférante des mentions à la pensée dans la psychanalyse sous les formes les plus diverses. Alors, du côté de Lacan, dit-il, didactique et souvent dogmatique. Du côté des claniens, c'est lui qui parle, hein, indépendante et originale chez Perra-Olanier et Didier Anzieux. Pour ma part, j'écrivais, en ce qui me concerne, ce sont les apports des travaux de Bion, qui d'ailleurs ont été tardivement portés à la connaissance du public français, mais qui se rattrapaient depuis lors en quelque sorte, en publiant beaucoup. Et je proposais l'analyse suivante, que nous avions vu se succéder trois modèles fondamentaux, le modèle freudien, le modèle clanien et le modèle inspiré par Bion. Alors, je rappelle ces trois modèles. Dans le premier modèle freudien, on peut dire que les faits sont crédités d'un haut coefficient de référentialité historique. Ils sont reconstructibles si on les arrache au refoulement. Et la dynamique intrapsychique renvoie à des personnages que la personne a connus et des sentiments qu'elle a vécus. Dans ce modèle, on peut réexhumer des faits enfouis, comme dans une fouille archéologique. Dans le modèle clanien, ce sont les angoisses les plus primitives qui occupent le premier rang, celles qui sont liées à l'agressivité, à la destructivité, à l'instinct de mort, au sadisme, à l'avidité, à l'envie, ainsi qu'aux rétorsions fantasmatiques de l'objet agressé. C'est une citation de Ferron. La géographie de la psyché est modifiée, elle devient le théâtre d'un monde interne avec ses fantasmes inconscients, et c'est par le biais du mécanisme d'identification projective que l'analyste risque d'avoir accès à ce monde interne. Le transfert, j'aime bien cette citation de Ferron, devient le radar préposé à l'interception des identifications projectives. Dans le modèle bionien, les affects et les pensées naissent dans l'interrelation et elles attendent un contenant pour être traitées. Pour Bion, l'appareil à penser précède les pensées. C'est le contenant pour traiter les pensées. C'est la rencontre des psychés qui est au premier plan. L'identification projective inventée par Mélanie Klein change de perspective. Le mécanisme devient
non pas seulement pathologique, mais générale pour tout sujet, c'est l'activité de base de la psyché pour communiquer les émotions, pour Bion. Hein. C'est une modalité normale dont dispose tout être humain pour communiquer. Et dans ce modèle, une importance est donnée au couple analyste-patient ou au groupe, à ce qu'ils peuvent faire ensemble dans le travail psychique de la rencontre. La rencontre est extrêmement importante pour Bion. L'analyste doit développer des capacités à accueillir les éléments psychiques primitifs et à renoncer à ce que Ferraud appelle des interprétations saturantes. Je crois que dans mes travaux se sont succédées ces influences. On peut retrouver une sorte de stratification de ces différents apports dans mon évolution théorique. En 2013, j'ai repris dans le livre Au risque d'enseigner la description de ces modèles, en insistant cette fois particulièrement sur le modèle bionien, qui est vraiment celui qui m'habite le plus, un modèle dans lequel il ne s'agit plus, comme pour Freud, d'être l'archéologue d'un passé révolu, mais plutôt d'être attentif, comme je venais de le dire, à la rencontre au présent, ouvert aux turbulences émotionnelles qui sont disponibles ici et maintenant dans le champ. Dans ce modèle, c'est ce que je disais tout à l'heure, les affects et les pensées naissent dans l'interrelation et attendent un contenant pour les traiter. C'est la rencontre des psychés. Dans cette perspective, l'inconscient n'est pas une instance constituée une fois pour toutes, mais plutôt un des éléments de la psyché en continuelle formation et transformation, et par lequel la rencontre avec l'inconscient de l'analyste constitue le point focal. Du coup, comme le dit Antonino Ferraud, la rencontre est comme la rencontre analytique, mais on verra qu'on peut la transposer, est comme l'accouplement en séance de deux co-narrateurs qui auront sans cesse affaire avec la part de refoulé, de clivé, d'impensable, qui entrera dans l'actualité du champ, et la part transformée en fonction de l'interaction des appareils psychiques. C'est ainsi que cet analyste italien, Antonino Ferraud, propose l'idée que nous sommes passés d'une psychanalyse des contenus et des souvenirs à une psychanalyse qui privilégie le développement des appareils pour rêver, penser, ressentir. Moi je souscris, je crois à toi aussi, cette citation, Catherine. Je me sens en résonance avec cette citation. Dans ce point de vue, le champ analytique est un espace-temps dans lequel prennent forme des voix, des personnages, des narrations. C'est une sorte de production onirique du couple analyste-patient et qui représente un premier niveau de symbolisation partagée. Alors cette notion de champ, on la doit à Willy et Madeleine Baranger. Il y a tout un livre de 1999 sur cette notion de champ. Moi, je crois que je l'ai rencontré dans le travail de Claudio Neri et dans son manuel pour le groupe de 2011. Il dit « L'appareil psychique de l'analyste devient une variable du champ analytique. C'est un outil précieux, mais délicat qui a besoin d'un entretien permanent, en particulier pour développer une capacité à rester dans le doute, dans la non-saturation, sans qu'il soit nécessaire de trouver immédiatement des réponses exhaustives. » Alors comment j'utilise ces différents modèles ? En 2001, j'écrivais qu'il est illusoire de pouvoir raccorder ces théories entre elles strictement, et que du coup j'utilise chacune d'elles de manière transposée comme des modèles partiels, toujours à raffiner et à nuancer. Et je reprenais Ferraud encore en disant, lorsqu'on parle de modèles différents, chacun a ses propres vérités, sa propre approche de la vérité. Il n'est pas toujours facile de repérer les analogies et les différences, mais je crois
c'est Ferraud qui le dit, qu'un travail excessif de bistouri enlèverait à ces concepts le halo d'insaturabilité qui leur permet de se développer. Je pense que c'est assez important, ce thème-là. Donc ça permet de concevoir le rapport de la clinique et de la théorie d'une manière qui oppose une interprétation forte, exhaustive, qui provoquerait une coupure, à une interprétation faible. Les interprétations fortes sont déchiffrantes, mais elles risquent d'être saturantes. Elles risquent de provoquer un verrouillage du sens, alors que des interprétations non saturées sont la garantie de fertilité et permettent l'ouverture vers des significations nouvelles et une création continuelle de sens. Donc je crois que je travaille de cette manière en tissant au cours du temps ces lectures qui se sédimentent. J'utilise ce que j'avais énoncé à la première rencontre, la lecture dialogique au sens de Green, c'est-à-dire penser en dialogue avec d'autres auteurs. Je crois qu'on pourra voir vraiment cette manière de travailler dans un livre que je viens de publier avec Frédéric Teilhard, qui s'intitule « Je relis ta dernière lettre » et qui est la suite d'une correspondance qu'on avait déjà publiée en 2017, dans lequel je partage dans cette correspondance beaucoup ma manière de me relier aux lectures et à l'écriture. Je crois qu'on en parlera à la prochaine rencontre puisqu'elle est sur transmission et écriture. Aujourd'hui, je me sens proche de ce qu'avance Christopher Bolas, donc analyste anglais, d'origine américaine, mais actuellement anglais, hein, avec son livre « Le moment freudien », traduit en 2011 chez ITAC. C'est ma génération, Bolas. Il est né la même année que moi. Il montre que le modèle topographique de Freud, c'est ce qu'on a de mieux pour conceptualiser le refoulement. Donc, je passe sur la suite de la citation. En tout cas, il dit « Le modèle topographique nous aide à voir comment une représentation refoulée entraîne d'autres représentations refoulées dans des agglomérats mentaux. » Et il dit « Le modèle structural voit la psychodynamique de certaines parties de l'esprit. Il nous aide à imaginer le jeu entre nos pulsions et l'organisation psychique des règles de la société, avec les différentes instances, le ça, le moi, le surmoi. Et il insiste, ce modèle un peu démodé est cependant inestimable. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Toutefois, il indique bien, le modèle structural ne supplante pas le modèle topographique, bien qu'il apparaisse historiquement plus tard dans la pensée de Freud, et il n'aborde pas les mêmes questions, et il ne remplace pas non plus le modèle de l'inconscient et de la théorie du rêve. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que les modèles se sédimentent, mais ne se supplantent pas les uns les autres. Hein. Bolas nous prévient, en considérant les nouveaux modèles comme des avancées, les analystes font fausse route. Ces modèles amplifient certes notre compréhension de l'esprit, mais ils ne remplacent pas les précédents. Pour ma part, je crois que j'ai appris cela depuis longtemps avec Bion, qui dit que lorsque nous formulons une idée ou que nous élaborons une théorie, nous produisons en même temps de la matière calcaire, nous nous calcifions. C'est un extrait des séminaires italiens, mais il répète ça dans nombre de ses ouvrages, une sorte de calcification qui transforme les pensées davantage en prison qu'en une forme libératrice. Et il nous dit quelque chose de bon, une théorie utile, devient un point mort, une césure impénétrable à un moment donné. J'ai bien retenu que Bion, pour autant, précise que ce n'est pas une invitation à jeter par-dessus bord l'héritage du corpus théorique qui a constitué la psychanalyse, mais une incitation à trouver la liberté nécessaire pour éviter, dit-il, d'être encapsulé dans des théories rigides. J'avais déjà compris ça depuis longtemps,
j'avais noté que Pontalis, dès 1999, montrait que la diversité habitait la psychanalyse et que cette diversité théorique ne signifie pas nécessairement une diversité du fond de la pratique. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours voulu soutenir, et notamment pour le réseau Cliopsy en particulier, la possibilité d'un débat ouvert sans exclusive théorique. Et pour ma part, si j'ai des références privilégiées selon les époques, j'espère que je ne suis pas emprisonnée ou encapsulée, comme dit, dans ces cadres. Alors j'en viens à l'analyse du corpus des citations que j'ai concaténé de 80 à 2021. Ce fameux fichier de 18 pages, que je n'ai pas amené d'ailleurs aujourd'hui. Si je parcours ce fichier de ces références analytiques seulement, je vois que je suis passée d'une période freudienne, au départ, si tu parles de logique, à une période où Lacan était relativement présent, puis à une période bionienne très liée à mon long parcours auprès de Salomon Resnick. Il faut avouer que la période bionienne, je n'en suis pas sortie tout à fait. Elle continue de m'habiter en permanence, sauf à suivre les travaux de ses successeurs, comme Thomas Ogden, Florence Guignard, Claudio Neri, Antonio Firo, qui sont des suiveurs, successeurs de Bion. Alors si je regarde de près ce fichier, sans faire une analyse exhaustive qui sera à faire plus tard, j'ai vu que persister sur ces de 80 à 2020, 40 années, oui c'est ça, oui d'accord, j'ai beaucoup de mal avec ça. Freud, Pontalis, Green, Winnicott, Todilo, Chasguez-Miegel, et aussi Devereux et Cyrulnik, que je ne considère pas tout à fait comme des psychanalystes, mais proches. Anzieux et K.S. apparaissent dès 80 pour moi, et ne quittent jamais la scène. Balint apparaît en 82, ne disparaît plus non plus. Par contre, Lacan, c'est vrai, sauf le clin d'œil ce matin, laisse la place à Bion dès l'année 97. Pourtant, je suis en train d'analyse avec Resnick en 87. Donc, je crois que c'est intéressant de voir qu'il faut quand même beaucoup de temps pour digérer des influences, des transmissions théoriques. Donc, sûrement, c'est auprès de lui que j'ai capté cette influence anglo-saxonne, mais je n'ai pu l'utiliser que dès 97. Je vois que Mélanie Klein et Harold Searle sont présents dès 80. Je ne savais pas que Searle avait été important pour moi. Resnick, bien sûr, apparaît en 97 et ne disparaît plus, avec une intensification des références à Bion. Albert Sicone apparaît en 97, persiste jusqu'à aujourd'hui. Certains d'entre vous le connaissent, nous l'avons eu à une conférence dans un des colloques Cliopsy. C'est un Resnickien qui est mon contemporain. Il a eu l'occasion de me dire en privé que Resnick était son grand-père analytique, puisque lui-même a été analysé par un analysant de Resnick, Dominique Touré, à Lyon. Et c'est vrai que quand j'ai vu apparaître le livre de Sicone à l'époque, qui s'intitule L'observation clinique, c'est un tout petit livre qu'on conseille beaucoup aux étudiants, j'ai eu un petit réflexe, on peut même dire d'envie, parce que je crois que j'aurais pu ou dû écrire ce livre, parce qu'il était vraiment très très proche de ce que moi je transmettais dans mon séminaire démarche clinique. Ça m'a fait un peu un choc. Oui, mais enfin, lui, il l'a écrit et publié. Voilà. Je vois que Racamier est apparu en 97, alors qu'il a disparu en 96. C'est... Voilà. Je ne sais pas comment je l'ai découvert, mais je crois, Louis-Marie, tu étais présent dans le séminaire de VEA cette année-là où je vous ai... J'essayais de vous transmettre ce que je comprenais de Racamier autour du deuil originaire. C'était très important pour moi, cette découverte. Et en fait, je n'avais pas encore lu ce qu'il allait écrire sur l'inceste et l'incestuel.
mais c'était le génie des origines, très très fort, comme référence pour moi. Je vois que Ferraud apparaît en 99, un auteur lionien très important pour moi. Je l'ai vu dans un des colloques sur Bion qui a eu lieu en 2007 à Paris, l'actualité de la pensée de Bion, Ferraud interdonné. Et d'ailleurs, je conseille ce petit livre-là chez Impress, Actualité de la pensée de Bion. Christophe Dejour apparaît pour moi vers 2002. Je pense que je l'avais lu un peu avant, mais le temps de maturer pour en faire quelque chose dans mon travail. J'ai découvert Claudio Neri en 2009, et ça, je l'ai découvert par une doctorante qui m'a amené son livre « Lire Bion », un livre qu'il a dirigé. Claudio Neri, on l'a invité à Nanterre pour une recherche qu'on faisait à l'époque, qui n'a pas abouti à une publication, malheureusement, sur Penser ensemble. Florence Bégoin, je vois, apparaît. Alors, Florence Bégoin, c'est Florence Guignard. Au début, son mari était Jean Bégoin. Donc, elle s'est appelée Florence Bégoin Guignard. Aujourd'hui, c'est Florence Guignard. Et donc, moi, je la connais depuis le tout début. Je ne sais pas si tu te souviens, Louis-Marie, on est tombé sur un texte qui définissait l'identification projective, qui nous a absolument éclairés à cette époque-là. Et aujourd'hui, je continue à suivre Florence Guignard, qui actuellement, je crois, est une des plus pertinentes sur ce qui se dit sur les adolescents et le monde hyper-connecté d'aujourd'hui. Donc ces dernières conférences sont vraiment éblouissantes là-dessus. Daniel Siboni, que vous avez appris à connaître si vous avez suivi les rencontres précédentes, qui était mathématicien à l'origine, il ne disparaît pas de mes références, puisqu'après il a écrit sur la psychanalyse. Donc lui, il est permanent. Je constate qu'il y a Didier Houzel et René Roussillon depuis 1997, qui sont des contemporains qui m'accompagnent pour comprendre les grands auteurs psychanalytiques. Non pas qu'ils ne soient pas grands eux-mêmes, hein, mais Roussillon m'a beaucoup aidé à intégrer les apports de Winnicott par son propre travail. Et puis Houzel, les apports de Bion, qu'il a commentés dans plusieurs de ses articles. Donc, oui, je pourrais dire aussi Bernard Gols, qui a été un passeur pour moi. Oui, donc Claudine, tu viens de souligner le rôle des rencontres, je reprends ton terme, oui, et ton lien spécifique au texte clinique, passé ou actuel, qui t'inspire. Alors, je me demande si c'est un mouvement plus général, et je te pose la question. Par exemple, en tant que lecteur de tes travaux, une expérience où, effectivement, ton travail psychanalytique avec Resnick t'ouvre à ta propre lecture de Bion, tu te l'appropries. Et ou encore, la découverte d'un texte comme celui de Roussillon, étant en recherche lui-même sur Winnicott, te fait connaître, appréhender, utiliser Winnicott, dont tu connais bien le texte premier, mais autrement. Oui. Alors je me demande si chaque accompagnement de thèse ou de conduite de groupe te font aussi penser autrement et dans l'actuel, dans le présent, une ressource théorique particulièrement connue, enfin, qui t'apparaît, que tu vas utiliser. Donc l'expérience clinique et les rencontres, est-ce qu'elles seraient comme des passeurs de texte ou de sens dans ce que tu vas ensuite transmettre? Ben oui, je crois que tu l'as très bien formulé, Bernard. Oui, ils sont des passeurs de sens, et donc ils amènent à relire les textes autrement, et à les intégrer différemment, ou à les assimiler dans son propre travail. Oui, tout à fait. Je constate que Pierre Aulagné et Alexandra Triandafyldis, dont je vous ai remonté les oreilles à la rencontre, eh ben, figure depuis 2000 dans mes références. C'est la recherche sur la formation des enseignants qu'on a menée à l'époque. Et on ne comprenait pas très bien ce qu'on lisait à l'époque. Voilà, mais petit à petit. Mais moi, ça, c'est ce que je trouve vraiment en relisant mes traces, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que je comprenais vraiment, puisque tout le temps qui a suivi, c'est une plus grande intégration de la compréhension des textes. Mais c'est un mouvement permanent. Peut-être que si je vivais encore un peu, je dirais dans 5 ans que je n'avais pas encore tout compris. C'est sûr. Hein. Chaque fois qu'on relit,
ça s'intègre différemment. Je vois que Gérard Mendel n'est apparu qu'en 2008, et pourtant, c'était l'analyste de référence de Nicole Mosconi, qui a été analysée par Gérard Mendel, de Jackie Beiraud, qui a travaillé avec lui, de Françoise Hatchel, qui a fait un stage avec lui, et j'ai eu un peu de mal à entrer. Et puis finalement, à force de les entendre parler de Gérard Mendel, je suis entrée dans la théorie, et c'est son livre sur l'acte, un énorme pavé d'ailleurs, qui m'a bouleversée. Son travail sur l'acte. Parce que c'est vrai qu'en psychanalyse, on a mis du temps à travailler sur cette notion. Et après, on voit des références passagères. Alors, il y a tout un passage où je cite beaucoup Lucie Rigaral, puisque c'est une analyste femme avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, mais dont je me suis séparée à un moment donné. Et du coup, après, les références s'évaporent. Mais ça a été une influence extrêmement importante pour moi sur la question de la sexuation du discours. Janine Puget est arrivée à un moment donné, mais beaucoup plus tard, tardivement, sur la question de penser seule, penser avec d'autres, et sur sa psychanalyse du lien. Et puis on voit des commentateurs, j'ai utilisé des auteurs qui commentent et qui nous aident à lire, effectivement. Donc Paul-Laurent Assoun m'a beaucoup aidé à lire les premiers textes de Freud, Marie Cariou. Pour lire Lacan, j'ai beaucoup utilisé Joël Dor, Annika Lemaire à l'époque, parce que pour lire Lacan, quand on n'est pas analysé par un lacanien, c'est pas facile du tout. Et puis les dictionnaires, moi j'ai beaucoup travaillé à l'origine avec l'Encyclopædia Universalis, où il y avait beaucoup de rubriques avec des auteurs connus, psychanalystes. Après j'ai utilisé le dictionnaire de Fédida, celui de Kaufmann, et puis bien sûr le Laplanche à Pontalis, il est depuis le début de mes références. Et ensuite le Dionysio-là. En tout cas, mon affirmation publique de ma référence à Bion, elle s'est faite en 2008, où Jean-Claude Rouchy m'a demandé de venir parler du livre de Méry, Lire Bion, à la librairie Lipsy. La librairie Lipsy, malheureusement, elle n'est plus dans le quartier latin, elle a déménagé dans le 15e. Je crois qu'elle existe toujours. Hein. Je ne suis pas sûre. Oui, mais elle était au quartier latin, et elle faisait des petites rencontres autour des livres qui sortaient. Donc ce livre était sorti chez RS, et moi j'étais très, très honorée d'être invitée face à Méry pour parler de son livre. Et donc j'ai montré qu'il avait réussi dans ce livre un livre bionien, c'est-à-dire un livre qui se distinguait des autres publications qu'on peut lire sur Bion. Il y a beaucoup d'autres livres sur Bion, hein. Mais un livre bionien dans le sens où on l'appréhende d'emblée qu'il s'agit d'un travail groupal. Il y a une multiplicité d'auteurs convoqués et un respect de tous les vertex présents. Les vertex, c'est un mot de Bion, de tous les perspectives, de tous les points de vue présents. Et il nous invite à nous projeter avec notre propre vertex et ne pas tomber dans la calcification de la pensée, ce qui serait la pire trahison pour Bion. Hein. Et donc, il nous convoque à une pensée ouverte, non saturée, ce que Bion appelait des imaginations, des conjectures spéculatives, stimulantes pour la pensée, et à ne pas emprisonner notre pensée dans une rationalité souvent restrictive ou rationalisante, pour pouvoir apprivoiser ce que Bion appelait les pensées sauvages. C'est un livre précieux parce qu'il a un index et on peut se promener à l'intérieur de ce livre en butinant ici ou là des notions avec un chemin inédit pour chacun. On peut oublier ce qu'on vient de lire, et c'est ce que conseillait Bion pour ces textes. Hein. Dans Réflexion faite, il nous dit on devrait les lire puis les oublier. On peut les relire, mais on ne doit pas s'en souvenir. Voilà ce que nous dit Bion. Il faut exercer notre capacité de rêverie en fermant le livre et avoir envie de réouvrir périodiquement pour se ressourcer et éviter de s'enfermer dans la routine.
Donc moi je trouvais que c'était un livre très congruent à Bion, ce livre. Hein. Et évidemment, ça m'avait amené à rendre hommage à Salomon Resnick, parce que comme tu disais Bernard, c'est Salomon Resnick qui m'a introduit à cette pensée. C'est grâce à sa transmission que j'ai trouvé la disponibilité pour reconquérir une capacité à penser et pour appréhender Bion, pas seulement de manière intellectuelle. Et j'ai pu dire alors que j'étais bionienne sans le savoir avant même d'avoir rencontré Salomon Resnick ou Bion, ou les ouvrages de Bion, puisque je n'ai pas rencontré Bion. Je crois que c'est dans l'alchimie entre mes propres dispositions psychiques et les élaborations dont elles ont fait l'objet dans le travail avec Resnick que j'ai pu m'affirmer d'inspiration bionienne, sans que j'espère que ça soit une référence plaquée. Que ce soit dans les espaces d'analyse de pratique ou dans les travaux de recherche, voilà, j'affirme cette filiation à Bion. C'est Catherine. Alors, à ce stade-là, finalement, j'aimerais bien te demander, finalement, est-ce que tu pourrais dire d'une manière synthétique ce que ça signifie pour toi être bionienne? Aïe. Je crois m'y avoir dit. Bon, alors. Non, c'est effectivement là où je me sens en résonance, c'est quand Bion lutte contre cette calcification des savoirs ou de la pensée, c'est-à-dire il nous dit moi ça ne m'intéresse pas de posséder une connaissance, un savoir, les acquis, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est être sur le point de connaître. Et moi, je sens que je suis vraiment dans cette démarche dynamique de... et d'ailleurs, c'est ce que Resnick m'a transmis, ce qu'on a déjà compris, ce qu'on sait déjà, c'est mort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Qu'est-ce qu'on va encore comprendre? Et donc, ça amène cette fameuse phrase de Bion qui est traduite de différentes manières, sans mémoire et sans désir, celle que Philippe Choscourt n'aime pas que je prononce parce que il faut le manier avec beaucoup de subtilité, mais être sans mémoire et sans désir, c'est arriver ce matin et faire comme si tout commençait, c'est-à-dire on ne s'est pas déjà rencontré, voilà, tout est nouveau, les personnes sont nouvelles, donc quand le patient arrive à la séance, je ne suis pas plombée par tout ce que je sais de lui, j'essaie d'accueillir, voilà, il y a quelqu'un dans la pièce, ouverture à l'inconnu, à ce qui va se passer ici et maintenant, au présent, ouverture à l'inattendu. Enfin, c'est ça essentiellement pour moi, et donc cette capacité à être dans l'acceptation de l'inconnu, dans le non-comprendre. Bon, mais là, ce qu'il me dit que je ne comprends pas, mais j'attends et j'accueille, et petit à petit, peut-être le sens va apparaître, mais en tout cas, ne pas précipiter en fermant par des réponses ou des interprétations saturantes qui verrouillent. Ce serait ça. Non, je voulais dire, ce que tu dis, ça s'applique tout à fait à la conduite d'entretien, à l'observation, à l'animation de groupe. Absolument. Oui. Alors après, l'autre manière d'être bionienne, c'est d'avoir utilisé sa pensée depuis 1994, et notamment en essayant de comprendre la notion de rapport au savoir avec mes collègues de Nanterre, Nicole Mosconier et Jacques Béton, c'est-à-dire la construction du rapport au savoir chez un sujet pour construire cette notion et prendre en compte toute l'histoire psychique consciente et inconsciente du sujet, construire le fait que le sujet construit son appareil d'apprentissage et son appareil à penser. Bien, la conceptualisation de Bion m'a vraiment aidé à comprendre comment pouvait se construire le rapport au savoir d'un sujet. C'est vraiment un des axes de recherche. L'autre axe de recherche, ça a été
de comprendre avec sa conceptualisation la question des attaques à l'intérieur d'une séance d'enseignement, comment l'enseignant était soumis à des projectiles psychiques de la part des enseignés et comment il avait à développer sa fonction contenante pour métaboliser ces éléments que Bion appelle bêta, qui sont projetés sur lui, pour en faire des alphas si possible, et les rendre métabolisés à ses enseignés. Donc c'est vraiment aussi la théorie de Bion que j'ai beaucoup transposée et utilisée. Et j'insistais dans le dernier chapitre du livre de Claudio Neri, là, sur lequel il revenait sur des éléments très éclairants pour moi, sur la question de apprendre par l'expérience émotionnelle jusqu'à la transformation en O par opposition à la transformation en C. Ces notions-là, pour moi, ont été extrêmement importantes, la question des transformations psychiques. Évidemment, c'est pas une compréhension qui vient tout de suite, à faire la différence entre transformation en C et transformation en O. Mais c'est la même différence que celle que je vais énoncer tout à l'heure entre posséder un savoir ou être sur le point de comprendre et d'apprendre. Hein? La transformation en C, c'est savoir qu'on se transforme. On s'en fiche. Mais la transformation en O, c'est être en train de se transformer. C'est pas la même chose. Voilà. Et en conclusion de cet hommage au livre de Neri, j'avais énoncé que je rejoignais l'un des biographes de Bion, le premier en France, qui s'appelle Gérard Bléandounou, et qui termine son livre en disant « Bion a augmenté notre plaisir d'apprendre. Il fait partie des auteurs qu'on peut reconnaître au premier coup d'œil, ces auteurs qui nous lient en quelques heures à leur monde respectif. On quitte Bion en étant convaincu que nos instants de travail pourraient ressembler à des recherches scientifiques, que nos sentiments ou souvenirs pourraient servir à créer une œuvre d'art. » Oui. Alors, maintenant, je voudrais insister sur un point, c'est que je n'ai jamais voulu devenir psychanalyste. On a parfois du mal à te croire. Pourrais-tu préciser ton choix, Claudine? Voilà. Oui, bien sûr, on peut me dire que c'est une dénégation. Ça, je sais, ça n'est peut-être une, mais non. Quand même 40 ans à l'université, j'ai persisté, et c'était là mon enjeu. Mon enjeu, il était universitaire, il était dans la transmission, et sûrement un enjeu de transmission plus fort qu'un enjeu de soin. Alors, sauf peut-être depuis 2010, où je n'ai plus d'enseignement, où je suis privée d'enseignement en étant devenue émérite, et où peut-être la question du soin est revenue au premier plan. À peu près à l'équivalence avec les enjeux de transmission. Mais non, pendant toute ma carrière à l'université, je n'ai jamais voulu devenir psychanalyste. Bon, et je crois que c'est quand même très important, puisque c'est ce qui m'a fait construire une théorie ad hoc, ou en tout cas une clinique que nous avons tenté d'appeler une clinique du lien professionnel d'orientation psychanalytique. Et donc d'essayer de transmettre les gestes professionnels d'enseignants, de formateurs, d'analyse des pratiques, le fait de lire de la clinique ou d'écrire de la clinique, travailler cliniquement, alors que nous ne sommes pas dans des situations de cure, mais pour des situations professionnelles. Oui, il y a beaucoup de choses de contenu dans cette expression, construire une clinique du lien professionnel d'orientation psychanalytique. Alors, il y a la psychanalyse comme théorie, qui éclaire le champ de l'éducation et de la formation, dont les concepts sont pertinents pour comprendre ce qui se passe, en particulier dans l'exercice des métiers de l'enseignement et de la formation, dans le lien entre les protagonistes, je veux dire les professionnels, enseignants, éducateurs, formateurs, d'une part,
et les enseignants, élèves, étudiants, stagiaires d'autre part, mais aussi entre les professionnels eux-mêmes ou encore entre les élèves par exemple. Et puis le terme clinique, lui, il renvoie à des pratiques dans la recherche, une approche de ces phénomènes, de ces objets, et dans l'exercice de l'activité de formation, de supervision, des manières de s'y prendre, des attitudes, des gestes professionnels. Oui, je ne dirais pas mieux que toi. Hein. Et arrivé à ce stade, je voulais remarquer l'importance qu'a eu, on va dire, deux textes. Un livre, celui de René Roussillon, qui est paru en 2012, qui s'appelle « Manuel de pratique clinique ». Et j'ai compris là, en travaillant pour cette rencontre, combien ce livre m'avait rassurée. Un peu comme quand j'ai lu IKS aussi, à peu près à la même époque, et qui parle des extensions de la psychanalyse. Mais le livre de Roussillon a été très important. Vous trouverez une recension de ce livre par Anne Brun, qui est très proche de René Roussillon, dans le carnet psy, et qui a bien noté comme moi que face à la grande diversité des pratiques actuelles des cliniciens, de leurs dispositifs et de leurs méthodes, il devenait urgent de s'interroger sur l'unité de la pratique clinique, pour à la fois en défendre la rigueur et l'efficacité, dans le contexte social actuel des attaques à l'égard de la psychanalyse. Et elle considère que cet ouvrage est précieux pour nous tous, confrontés au nouveau terrain de la rencontre analytique, et qui montre la fécondité de la théorie analytique transposée et réinventée dans de nouveaux contextes et nouveaux dispositifs. Et en effet, c'est vraiment la même réaction que j'ai eue en lisant ce